Bonjour à toutes et à tous. Du coup, effectivement, pour ceux qui ont tenté de rejoindre le webinaire précédent, la plateforme a quelques soucis. Du coup, je ne sais pas dans quelle mesure on va pouvoir tenir correctement ce webinaire le mieux possible. Ce que je vous propose, c'est que on fasse comme si tout se passait bien, et si on a trop de difficultés à le maintenir suite à la qualité de la plateforme, on vous proposera de le reporter à une date ultérieure. Voilà, donc sincèrement désolé pour celui d'avant. Vous allez recevoir une communication ce soir ou demain matin vous invitant à vous réinscrire au prochain, qui a été décalé au mardi 28 avril, donc mardi prochain à 11 heures. Si c'est un créneau qui ne vous convient pas, n'hésitez tout de même pas à vous inscrire, car vous aurez accès au replay dans votre adresse mail. Du coup, je vais laisser pour ce webinaire la parole à mon associé Pierre Thomas et à Victor, qui est avocat et qui se présenteront par la suite. Je vous souhaite un très bon webinaire et on se tient au courant pour mardi prochain. Merci Romain. Du coup, déjà bonjour à tous. Oui, désolé pour les petits contretemps liés à la plateforme. Déjà, on vous remercie d'avoir répondu présent à notre invitation sur cette première édition de la journée du CSE. Dernier webinaire du jour afin d'échanger ensemble sur les élections CSE et plus précisément comment préparer l'arrivée d'un nouveau CSE. Pour me présenter, je m'appelle Pierre Thomas, je suis l'associé de Romain, donc cofondateur de Club Employé, et j'ai à mes côtés Victor, avocat en droit social, que je laisserai se présenter par la suite. Pour vous faire peut-être un rapide rappel de Club Employé pour ceux qui ne nous connaissent pas ou peu, notre objectif chez Club Employé, c'est d'accompagner nos clients tout au long de leur mandat d'élu, dans un premier temps sur la partie avantages avec notre plateforme e-commerce qui référence des produits et des offres des produits et services à prix remisé, puis également tout un outil de gestion qui facilite et digitalise en fait la gestion des chèques cadeaux et subventions et autres œuvres sociales pour des CSE allant de 10 à 5 voire 10 000 collaborateurs. Dans un second temps, avec une équipe de consultants, notre équipe de consultants, nous accompagnons en fait les élus sur l'ensemble des problématiques du CSE, notamment avec l'aspect comptable et économique, et pour gérer tout ce qui va être comptabilité de nos clients qui le souhaitent, et sur la partie du coup juridique et sociale avec Victor, qui va conseiller et renseigner ces mêmes clients selon leurs besoins. Voilà pour une présentation assez rapide de Clan Employé. Je vais maintenant laisser la parole à Victor. Merci Pierre Thomas. Donc je suis Victor Birgy, avocat au sein du cabinet Baudet Avocat, où je collabore depuis un an presque maintenant avec Sophie Baudet. On travaille notamment avec des entreprises, des salariés et des CSE. Et voilà, c'est de ce dont je suis là pour vous parler, le comité social et économique. Merci beaucoup. Ce que je vous propose, c'est que si jamais vous avez des questions durant la présentation, bien entendu, ne pas hésiter à les poser directement dans le chat. On va rentrer dans le vif du sujet avec le premier thème qui est préparer du coup l'arrivée du CSE. Déjà, pour commencer, Victor, quand organiser les élections du CSE? Alors, quand organiser les élections du CSE, d'abord, c'est quand il y a 11 personnes d'effectifs pendant une durée de 12 mois. Ça, c'est vraiment la première élection. Et ensuite, c'est tous les 4 ans. D'accord. Voilà. Du coup, en ce moment, quelles sont les étapes à respecter pour l'arrivée d'un CSE, pour le vote de la mise en place d'un CSE? Bah là, en ce moment, comme tu dois le savoir, c'est un peu compliqué avec la période qu'il y a en place avec la crise d'urgence sanitaire et sociale. Mhm. Le ministère du Travail a suspendu les élections professionnelles en cours dans les entreprises. Et si l'entreprise a commencé à les organiser, elles doivent être suspendues. Elles ont été suspendues et c'est rétroactif depuis le 12 mars. Et cela court jusqu'à 3 mois après la date de cessation de l'état d'urgence qui est à ce jour fixée au 24 mai. Donc les élections pourront reprendre à partir du 24 août. Okay. En revanche, il y a déjà eu des actions qui ont été faites, par exemple l'information, c'est à partir de cette date-là qu'il faut compter les 3 mois. D'accord. Ah, voilà. Ok. Donc,
Oui. Ça marche. Et du coup, concernant le protocole d'accord préélectoral, quand et comment peut-être le négocier aujourd'hui? Alors, pour le protocole d'accord préélectoral, il faut d'abord commencer par informer tous les salariés. Et en même temps, on pourra inviter les organisations syndicales. Il faut le faire pour les entreprises de plus de 20 salariés, puisque pour les entreprises de 11 à 20 salariés, il faut d'abord qu'un salarié se porte candidat. Si aucun candidat ne se porte candidat pendant 30 jours, l'employeur n'a pas besoin d'organiser les élections. À ce moment-là, pour les entreprises de plus de 20 ou si les 30 jours est passé et qu'un salarié s'est porté candidat, il faut organiser une négociation du protocole d'accord préélectoral. C'est un document qui est très important puisque ça va régir toutes les élections. Il contient notamment le nombre de collèges. Les collèges, alors de base, c'est employé et puis l'autre collège, c'est agent de maîtrise, cadre. Dans tous les cas, si la société a plus de 25 salariés cadres, il faut un collège cadre. Donc ça, on peut pas le modifier. Mais sinon, on peut vraiment faire un peu comme on veut. Et ça peut vraiment être bien pour l'entreprise puisqu'il peut y avoir beaucoup de cadres ou beaucoup d'ouvriers selon l'entreprise. Ça permet de faire quelque chose sur mesure. Oui, on peut aussi négocier le périmètre. On peut négocier, ça c'est très important, le nombre d'élus qu'il va y avoir, puisque c'est très réglementé. Hein, selon le nombre de salariés dans l'entreprise, il y a un certain nombre d'élus. Ça, c'est quelque chose qui peut aussi être changé à la hausse. Seulement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas réduire. Ok. On avait une première question. S'agit-il de 11 salariés par établissement ou pour l'ensemble de la société? Non, c'est pour l'ensemble de la société. C'est dans l'entreprise. Après, l'effectif se calcule d'une certaine manière. On ne prend pas forcément toutes les personnes en compte. C'est pas parce qu'il y a 11 personnes qu'il faut organiser des élections, puisque par exemple, s'il y a un apprenti qui, lui, va pouvoir voter, il n'est pas compté dans les effectifs. Donc, c'est aussi le cas pour les mises à disposition. Pour les salariés à temps partiel, par exemple, on va prendre seulement au prorata de leur temps de présence. C'est vraiment quelque chose qu'il faut calculer en amont. Il y a des règles très spécifiques. D'accord. Il y a Perrine qui demande si nous avons uniquement des cadres, il n'y aura qu'un seul collège. Alors, ça dépend de la taille de l'entreprise, mais quand il y a non, il n'y aura pas un seul collège, mais il y aura une carence sur un collège employeur, sauf si on peut négocier un collège unique. Effectivement, c'est quelque chose qu'on peut faire, mais avec l'accord de l'organisation, des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut négocier dans le PAP, justement, le protocole d'accord préélectoral, pour qu'il y ait un seul collège. C'est quelque chose qui est possible. D'accord. Et une autre question, du coup, si nous n'avons pas de représentants syndicaux et que personne ne se présente, comment gérons-nous l'accord préélectoral? Alors, pour le gérer, c'est une question qui vient de la part d'un employeur, j'imagine. Pour le coup, on peut faire une décision unilatérale, donc on peut vraiment préparer les élections comme on le souhaite. Ça permet, par exemple, de faire le vote électronique, etc. Mais on ne pourra pas changer les collèges parce que, comme je le disais, c'est quelque chose qui nécessite l'accord des organisations syndicales. Mais on pourra choisir le périmètre, on pourra choisir de faire le vote électronique, le nombre d'élus. C'est quelque chose qui est possible de faire une décision. Ça va se transformer matériellement sur la forme d'une note qui sera à destination des salariés qui pourront en prendre connaissance. Ok. Une autre question de la part de Paula. Si moins de 25 salariés, y a-t-il des collèges ETAM et cadres à créer? Pardon, j'ai pas bien entendu. S'il y a moins de 25 salariés, y a-t-il des collèges ETAM et cadres à créer? Ben, c'est de fait, ces deux collèges existent, donc oui. Après, quand il y a un seul siège qui est à pourvoir, c'est un collège unique qui est fait. Ça, c'est la loi depuis 2017, depuis la loi qui met en place le CSE. S'il y a un seul siège à pourvoir, c'est un collège unique. D'accord. Et on a Yves qui nous pose une question sur pour une entreprise de 60 personnes composée de 50 cadres,
2 assimilés cadres et 8 employés, combien de collèges sont présents du coup? Je ne connais pas le nombre exact selon le nombre de salariés pour le nombre d'élus, mais il y aura forcément un collège cadre, ça c'est sûr, et il y aura un collège employé aussi, puisque ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup plus de cadres que les employés ne doivent pas être représentés. Okay. Et du coup, peut-être, qu'en est-il du vote électronique du coup concernant l'élection après l'arrivée d'un CSE, donc l'élection CSE? Alors le vote électronique, ça permet de voter électroniquement, donc à distance, c'est très pratique. Pour le coup, il faut un accord qui prépare ce vote électronique, donc qui est distinct du protocole d'accord préélectoral. Mais la nouveauté également, c'est qu'on peut faire un vote électronique sur décision unilatérale de l'employeur. À titre personnel, je trouve que ça ne sert à rien de s'y opposer en tant que salarié, puisque c'est vraiment quelque chose qui peut arranger tout le monde. Nous, à titre personnel, on travaille avec un prestataire qui s'appelle WeChoose. Et vraiment, tout est simplifié, on peut voter à distance. Il y a vraiment un calendrier à respecter. Et voilà, on reçoit sur son portable des codes. C'est très sécurisé pour pouvoir voter en ligne. On choisit sa liste. C'est quelque chose vraiment de bien à mettre en place. On n'a plus besoin de tous les papiers dont on avait besoin auparavant. Ok. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions tout au long de ce webinaire pour les poser. Du coup, on reviendra dessus bien entendu par la suite. Si jamais on enchaîne concernant la négociation d'un accord de mise en place du CSE, déjà, qu'est-ce que c'est qu'un accord de mise en place du CSE? Alors, un accord de mise en place du CSE, c'est quelque chose qui va nous permettre de faire du CSE une instance sur mesure. C'est quelque chose qu'on entendait beaucoup au moment de la création. En fait, ça va vraiment permettre pour chaque entreprise de pouvoir gérer le comité social et économique comme on le souhaite. C'est quelque chose qui est vraiment très bien puisque ça va permettre de s'adapter à l'entreprise, notamment par rapport au nombre de réunions. Donc, le nombre de réunions, c'est quelque chose qui dépend du nombre de salariés de l'entreprise. Donc, pour les entreprises de plus de 300 salariés, c'est une réunion par mois. Et pour les entreprises de moins de 300 salariés, c'est une fois tous les 2 mois. Donc, déjà, cette périodicité, elle peut être un peu embêtante pour l'employeur comme pour les salariés, puisqu'on n'est pas forcément disponible, par exemple, pendant les 2 mois d'été. Et pourtant, il faut le tenir, il faut le respecter, c'est tous les 2 mois. Là, on va pouvoir faire le nombre de réunions qu'on veut avec un minimum de 6 réunions. Et on va pouvoir les placer, par exemple, s'il y a un gros besoin en septembre, octobre, on va pouvoir en placer 2 à ce moment-là. Bon, avec toujours, bien sûr, la limite de 4 réunions qui doivent traiter de la santé et de la sécurité des salariés. Ça, c'est dans tous les cas. Donc, on peut négocier sur ça, on peut négocier sur le nombre, sur les commissions. Les commissions, ça, c'est à partir de 300 salariés. Donc, ça concerne déjà les plus grosses entreprises. La commission santé-sécurité, bien sûr, qui remplace ce qu'on appelait le CHSCT. Mais il y a d'autres commissions qui sont obligatoires. La commission formation, commission égalité professionnelle et la commission d'information et d'aide au logement. Ces commissions, elles ne sont pas forcément adéquates avec l'entreprise. Du coup, on va vraiment pouvoir faire les commissions qu'on souhaite grâce à l'accord. Et bon, la commission santé-sécurité, bien sûr, elle reste toujours. Hein, ça, c'est une disposition d'ordre public. Okay. On avait une question. Doit-on obligatoirement attendre la fin du délai de 3 mois lié à la crise pour l'organisation des élections? Du coup, tu as un peu répondu tout à l'heure. C'est suspendu. L'ordonnance suspend les élections. Ok. Alors, d'autres questions arrivent. Entre les 2 tours, donc confinement 100% en télétravail, carence de candidats au premier tour, les candidats du second tour ont demandé un vote électronique. L'employeur a dit OK, on est bon. Je ne sais pas si c'est clair pour toi. Mettre le vote électronique en cours de route, en fait, ce qui va être compliqué, c'est parce que le vote électronique doit être prévu dans le protocole d'accord préélectoral. Donc, je n'ai pas compris si dans la question, tout le monde était d'accord avec ça, mais il faut modifier le protocole d'accord préélectoral. Okay.
une annexe. Je ne sais pas si ça répond à votre question, Sabine. En tout cas, n'hésitez pas à revenir vers nous par le chat ou par l'onglet questions. Christelle nous demande, nous sommes en RCC actuellement, certains membres du CSE vont partir. Comment devons-nous gérer ces départs? Et les titulaires sont remplacés par les suppléants. Et quid après s'il n'y a plus de suppléants? Alors, actuellement, si des élus partent, c'est effectivement les suppléants qui vont remplacer. Et si ça diminue de plus de la moitié, il faut organiser des élections partielles. C'est une obligation légale, donc il va falloir reprocéder à un vote depuis le début, bon, avec le protocole d'accord préélectoral qui peut rester. En revanche, si c'est vraiment pour maintenant la question, les élections partielles et l'obligation de les organiser sont suspendues actuellement par l'ordonnance du 1er avril. Du coup, c'est quoi des élections partielles? Des élections partielles, c'est des élections qui vont se passer quand justement il y aura trop de titulaires qui seront partis et qui ne pourront plus être remplacés par des suppléants, donc qui auront été divisés de plus de la moitié. Okay. Et ça se met en place comme une élection classique? Voilà, c'est une élection classique. Il faudra reprocéder à un vote avec tous les élus et les électeurs qui vont voter, soit électroniquement, soit classiquement. Yves qui nous demande, pour les entreprises de moins de 300 salariés, peut-on faire des commissions, par exemple une commission santé et sécurité? Oui, bien sûr, ce n'est pas interdit parce qu'on a moins de 300 salariés de faire une commission. C'est quelque chose du coup qui va se négocier avec l'employeur lors du moment de la négociation de l'accord d'entreprise, l'accord de la mise en place du CSE. C'est même obligatoire dans certaines structures quand il y a moins de 300 salariés, s'il y a vraiment des grosses difficultés au niveau santé. Je pense par exemple à des entreprises dans le nucléaire ou des choses comme ça. Okay. Et deuxième question pour Yves qui demande, le premier tour des élections n'est-il pas réservé uniquement aux listes présentées par des syndicats? Et s'il n'y a pas de syndicat, y a-t-il un premier tour? Si, tout à fait, Yves. Le premier tour est réservé aux syndicats. Et s'il n'y a pas de syndicat, il y aura un deuxième tour où là, les personnes de l'entreprise pourront se présenter. Ok. Bien entendu, si certaines des réponses, on essaie de répondre à toutes les questions qui sont posées. Si jamais on n'a pas le temps ou pas les réponses à l'instant T pour les répondre, on reviendra vers vous sur un débrief complet par mail début de semaine prochaine. Sabine qui nous pose une question, du coup, le protocole a été signé par des organisations syndicales, mais nos candidats sont tous candidats libres. On fait juste une annexe avec les salariés candidats si tout le monde est d'accord. Est-ce que c'est suffisant ou pas, sachant qu'on est 29 seulement et tous cadres? Je ne sais pas si la question est assez claire pour toi. Non, je crois que je ne l'ai pas bien saisi. Est-ce que c'est par rapport à la question de tout à l'heure? Je crois oui, parce que justement, c'est par rapport entre les deux tours, sur un confinement 100% en télétravail. Ah oui, c'était par rapport au vote électronique pour le second tour. Tout à fait. Voilà. Oui, si tout le monde est d'accord, je ne vois aucun inconvénient à faire une annexe qui prévoit ça. En fait, il faudrait plutôt rédiger un accord de vote électronique, je pense, et le mettre en annexe du PAP. Et vu que c'est une décision de l'employeur, oui, il faudrait faire une annexe qui est signée par les deux parties. Et c'est suffisant, du coup? Je pense que c'est suffisant. Je dirais que oui. Si toutes les parties sont d'accord, je ne vois pas de difficulté. Dans tous les cas, Sabine, si la réponse n'est pas assez claire, comme je vous l'ai dit, on reviendra vers vous par mail. Il ne faudra pas hésiter à nous faire un retour avec le cas précis. On sera ravis d'y répondre. Une autre question. Du coup, moi, ce que je vous propose, c'est d'avancer sur le troisième thème, qui est la première réunion CSE, et savoir un petit peu comment ça se déroule pour une première réunion CSE. La première réunion du CSE, c'est quelque chose d'assez important parce que souvent, ce sont des nouveaux élus qui n'ont peut-être pas eu ces fonctions auparavant. Donc, c'est un peu le moment de découvrir cette nouvelle instance. Il faut savoir que lors de la première réunion, les élus doivent recevoir, c'est pas forcément à ce moment-là, mais c'est souvent le moment où on décide de le donner, c'est la documentation économique et financière, donc qui va un peu présenter la société.
voilà, avec la forme juridique de l'entreprise, les perspectives économiques, la répartition du capital. Là où la réunion est vraiment importante, c'est souvent là où on va désigner les différents membres et les représentants, donc, qui ont des rôles particuliers. D'accord. Il y a le secrétaire, donc c'est vraiment un rôle phare, puisque c'est lui qui, à l'avenir, va préparer l'ordre du jour avec le président du CSE qui est toujours l'employeur ou son représentant. Et c'est là également où on va désigner un trésorier. Donc c'est un rôle qui n'est pas à négliger, puisqu'il y a sa responsabilité qui peut être engagée pour le non-paiement des charges, par exemple. Chacun d'eux peuvent, et ça ce n'est pas une obligation, mais c'est très bien d'avoir un suppléant, puisque la secrétaire ou le secrétaire peut ne pas être présent, et avoir quelqu'un pour le suppléer, c'est très pratique. Donc vraiment, c'est recommandé d'en avoir un. Okay. Et du coup, il y a une passation peut-être qui doit être faite également avec, Oui, il y a une passation qui est faite avec une décision sur le sort des biens de l'ancien CE ou de l'ancien CSE pour les nouvelles élections. Donc ça, c'est assez technique. Le CSE il doit décider de l'affectation de ses biens de toute nature à destination du futur CSE. Le Code du travail prévoit également que les membres du CSE rendent compte au nouveau CSE de la gestion, et y compris des attributions économiques et des activités sociales et culturelles que vous connaissez bien chez Club Employé. Je veux aussi rajouter que lors de la première réunion, on peut présenter la BDES. Donc, c'est un outil, c'est la base de données économiques et sociales. C'est un outil très important. D'ailleurs, on peut aussi négocier sur son contenu avec l'accord de mise en place du CSE. Et également préparer lors de cette première réunion. Bon, après, ça peut durer très longtemps. On peut faire une deuxième réunion où on va traiter des points de départ du comité social et économique, mais on peut choisir d'établir un calendrier des réunions et de mettre en place les commissions dont on parlait tout à l'heure. Anita qui demande si pourriez-vous donner plus de détails sur les documents économiques et sociaux. Oui, bien sûr. La documentation économique et financière? Oui, je pense que elle faisait allusion à ça par rapport à ce que tu as dit précédemment. Oui. Alors, en fait, ce document, il doit vraiment être fourni dans le premier mois après l'élection du CSE. Donc, ce n'est pas forcément à la première réunion, mais c'est souvent le cas. Ça contient donc la forme juridique de l'entreprise et de son organisation, les perspectives économiques de la société, la position de l'entreprise si elle fait partie d'un groupe, et la répartition du capital entre les actionnaires. C'est un document qui est présenté sous la forme, par exemple, d'un PowerPoint. Ça relève du domaine économique et comptable. Donc, je ne sais pas la personne si c'est une élue ou quelqu'un qui travaille dans les ressources humaines, mais il faut travailler avec la direction comptable pour rédiger ce document. Okay. Il y a Yves qui nous demandait, pour organiser des élections du CSE, l'employeur doit-il obligatoirement envoyer une invitation au syndicat représentatif, même s'il n'y a pas de syndicat dans l'établissement? Oui, il faut inviter les syndicats qui sont représentatifs au niveau de l'entreprise et au niveau national. Donc ça, c'est les 5 grands syndicats qu'on connaît, CGT, CFEC, CSCT, CFDT, voilà. Il faut vraiment les inviter. Même s'ils ne sont pas présents dans l'établissement? Même s'ils ne sont pas dans l'établissement, il faut les convier. Sauf pour, bien sûr, comme je le disais, les entreprises de 11 à 20 salariés, où il faut forcément qu'il y ait un salarié qui se soit porté candidat avant d'inviter ses élus. Et dans le cas où aucun salarié ne se présente, alors l'employeur n'a pas l'obligation d'organiser des élections. Ok. Et du coup, il y avait une autre question de la part de Yves. Les PV de CSE doivent-ils être approuvés par l'employeur avant la diffusion à l'ensemble des salariés? Ça, c'est une question. En fait, il n'y a pas d'obligation d'approbation de l'employeur pour la bonne tenue des relations entre l'employeur. On recommande tout de même d'au moins en porter connaissance à l'employeur. Ok. Et pour la BDES, y a-t-il des documents obligatoires? Alors, la BDES, il y a toute une liste
le Code du travail, avec effectivement des données qui sont en tant que telles, il n'y a pas de document obligatoire pour chaque information consultation. Il y a un certain nombre de données qui doivent être données. Les informations consultation, donc si je peux revenir dessus un instant, il y a 3 grandes informations consultation qui sont organisées chaque année. Et ça également, on peut modifier la périodicité avec l'accord sur le CSE. Des orientations stratégiques de l'entreprise, la situation économique et financière de l'entreprise et la politique sociale. Donc ça va vraiment être des données très précises qui sont listées avec, par exemple, les perspectives pour l'année à venir, le nombre de salariés, le nombre de CDD, voilà. Okay. Et si jamais tous ces documents ne sont pas à jour, si la BDES n'est pas à jour, quel recours le CSE peut-il avoir? S'il peut en avoir. Et oui, il a des recours, il faut qu'il lance une alerte et il peut bien sûr menacer ou le faire directement contacter l'inspection du travail. C'est vraiment une obligation de tenir à jour cette BDES. Après, voilà, comme toujours, la voie amiable est quand même la mieux, c'est-à-dire demander que ces données soient mises à jour, mais il faut que ça soit fait. D'accord. Christelle demande si le CSE n'a pas reçu en fait la documentation économique et financière lors de l'élection, peut-elle la demander après? Oui, bien sûr, elle peut en faire la demande. Peut-être que l'employeur, je ne sais pas la structure, mais n'était pas au courant de cette obligation, mais je peux donner l'article du code qui contraint l'employeur à le donner, c'est l'article L2312-57. Et voilà, demander à l'employeur de donner cette documentation qui est quand même importante. Ok. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Du coup, on arrive de notre côté au bout de ce webinaire sur la préparation de l'arrivée du CSE et la première réunion. Je ne sais pas si tu as un petit mot du coup pour conclure de ton côté, Victor. Je ne sais pas, par exemple, si les gens ont des questions, est-ce qu'ils ont déjà organisé les élections ou non. Ce que je peux dire peut-être, c'est que si l'instance n'a pas été mise en place, il faut absolument le faire quand tout sera revenu à la normale, bien sûr, puisqu'il y a de lourdes sanctions pour un employeur qui n'aurait pas mis en place le CSE. Non seulement ça constitue un délit d'entrave qui est puni pénalement d'1 an d'emprisonnement et d'une amende de 7 500 €, mais il y a également des incidences en matière sociale, puisque un salarié où il n'y aurait pas de PV de carence pourrait se prévaloir d'un préjudice devant un conseil des prud'hommes et demander des dommages et intérêts, et également pour le non-respect des procédures de licenciement, puisque dans les procédures de licenciement, souvent, on demande à ce que le CSE soit consulté, par exemple pour le licenciement pour inaptitude. Donc, s'il n'y a pas de CSE et qu'il n'y a pas de PV de carence, c'est directement une indemnité minimale de 6 mois de salaire. Donc, ça peut vite chiffrer. C'est pareil en licenciement pour motif économique, il y a 1 mois de salaire également. De plus, l'employeur ne pourra pas dénoncer un usage qui a été dans l'entreprise, puisqu'il faut forcément demander l'avis aux élus pour ça. Okay. On a quelques questions qui sont arrivées entre-temps. Les PV doivent-ils être validés à la réunion suivante? Pardon, excuse-moi. Les PV doivent-ils être validés à la réunion suivante? Les PV ne doivent pas l'être, mais c'est ce qui se fait en général. Il faut les valider, effectivement. Oui. Et pour des raisons de praticité. Ok. Et Yves qui nous demande, quand la société fait partie d'un groupe avec une société dans chaque pays d'Europe, faut-il un CSE central? Il y a des comités européens, donc ça dépendra des effectifs. C'est une question assez précise. Si la personne qui a posé la question veut envoyer un mail, poser sa question, je répondrai, mais là, c'est compliqué de répondre comme ça. Justement, est-ce que tu peux peut-être laisser ton mail dans le chat directement? Oui, bien sûr. Comme ça, au moins, si jamais il y a des questions qui n'ont pas été claires pour vous, ou si d'autres questions vous viennent à l'idée par la suite, ne pas hésiter à les envoyer à Victor directement. Et donc, Sabine qui nous dit,
à moins de 50 salariés, quels sont les premiers documents à établir pour le premier CSE? Alors, ce sont les mêmes à établir pour le CSE lui-même ou de la part de l'employeur? Les premiers documents pour le premier CSE, je pense que c'est de la part de l'employeur. Bah, c'est Je sais toujours pas. cette documentation économique. Et voilà, c'est présenter la BDES. Bon, il y en a peut-être pas du coup, mais la désignation des différents membres et représentants. Ah, Bon, on peut établir le calendrier des réunions. et elle demandait également, donc, pour les deux, également pour le CSE, est-ce qu'il y a des premiers documents à établir lors de la mise en place du premier CSE? Ben, on peut établir à ce moment-là le règlement intérieur du CSE. Donc, le règlement intérieur, c'est le CSE qui va choisir comment vont se dérouler les réunions, comment le budget va être géré. Il n'est pas obligatoirement fait lors de la première réunion, mais il va devoir se faire à un moment donné, c'est sûr. C'est une obligation pour les entreprises de plus de 50. Et moins de 50, c'est pas une obligation, mais c'est toujours bien d'avoir un document qui régit un peu le fonctionnement du CSE. Ok. Est-ce que le CSE peut transmettre les PV par mail professionnel aux salariés? Doit-on demander l'accord de la direction au préalable, si jamais c'est le cas? Oui, il faudrait demander au préalable à la direction. C'est quelque chose qui peut se prévoir justement dans le règlement intérieur du CSE. En revanche, le règlement intérieur ne peut pas contenir des choses qui ne sont pas obligatoires pour l'employeur vis-à-vis de la loi. Donc c'est quelque chose qu'il faut absolument voir avec l'employeur, effectivement, si on peut envoyer des PV par voie électronique. On peut aussi décider de mettre en place une plateforme, un site internet du CSE, mais c'est des choses qui doivent se voir avec l'employeur en amont. On a une autre question dans notre entreprise de moins de 30 salariés, sans représentants syndicaux, nous devons prendre contact obligatoirement avec les syndicats, d'après ce que tu as dit, Victor. Et est-ce que cela signifie que le CSE pourrait être constitué d'un titulaire n'appartenant pas à l'entreprise, mais à un syndicat, donc une personne externe à l'entreprise? Euh, pour l'invitation à négocier le PAP. Non, ce que je disais tout à l'heure, c'est que nous devons, lors de la mise en place du CSE, si jamais il n'y a pas de syndicat au sein de l'entreprise, il était nécessaire en fait d'envoyer une lettre d'information, de prendre contact justement avec un syndicat externe, parmi les 5 grands syndicats, si c'est ce que tu as dit tout à l'heure, si c'était bien compris. Est-ce que c'est le cas ou pas? Non, c'est pour les entreprises de plus de 20 salariés. Il y a une invitation des syndicats à négocier le PAP, effectivement. Mmh. Mais oui, ça c'est une obligation. Il faut inviter tous les syndicats représentatifs au niveau national et ceux représentatifs au sein de la société. Effectivement, s'il n'y en a pas, c'est les représentants de la branche. Donc ça, il y a un document qui est très bien fait sur le site du ministère du Travail. Il faut taper sur Google représentativité dans la branche. Donc voilà, si, selon sa convention collective, on va mettre sa convention collective, on va avoir toutes les adresses qui vont s'afficher. Donc ça, il faut absolument inviter ces personnes et les syndicats représentatifs au niveau national. Ok. Et les comptes rendus peuvent-ils être écrits de façon numérique et stockés et diffusés en ligne, entre parenthèses, pas dans un format registre papier à consulter? Oui, effectivement, mais pour toutes ces choses, encore une fois, on peut voir avec l'employeur, ça pose normalement pas de difficulté. Après, s'il y a des informations peut-être sensibles, ça, il faut faire bien attention à respecter toutes les données RGPD. Ok. Si nous avons un CSE central, est-ce que le CSE local peut et doit avoir un compte rendu de celui-ci? Par rapport au CSE central, est-ce que le CSE local peut et doit avoir un compte rendu? Il doit être informé de ce qui se passe au niveau du centre, oui. L'inverse, c'est pas forcément vrai, mais oui, Ok. il faut avoir le compte rendu. C'est bien si c'est diffusé justement, comme on le disait, informatiquement, que tout le monde y a accès. Ok.
Bon, n'hésitez pas, hein, si vous avez après par la suite des questions spécifiques. Victor a bien mis son mail directement dans le chat. Il se fera un plaisir d'y répondre. Oui, n'hésitez pas à envoyer des mails. Et puis nous, on propose des packs CSE pour vous accompagner dans toutes les démarches. Donc vous pouvez aussi vous rendre sur notre site internet Baudet Avocat pour voir un petit peu plus ce qu'on propose. Ok. Merci Victor. Comme vous avez pu le comprendre aujourd'hui, l'invitation du CE vers le CSE, c'est clairement un enjeu clé de 2020. Aussi bien Victor que nous-mêmes, chez Clan Employé, nous sommes prêts à vous accompagner dans cette transition et dans la mise en place de plans d'action pour valoriser vos collaborateurs. C'était le dernier webinaire de la journée. Je vais peut-être laisser Romain reprendre le lead pour conclure cette journée de 5 webinaires. Romain, je te laisse Oui, la parole. merci Victor en tout cas pour ces précisions, ces précisions sur les élections. Effectivement, j'espère que pour cette première journée, vous avez pu récupérer un maximum d'informations. Encore désolé pour le petit souci qu'on a rencontré cet après-midi. En tout cas, nous, c'était vraiment très intéressant d'échanger avec vous. On voit que vous avez beaucoup de questions. Du coup, ça va nous pousser à faire cet exercice plus régulièrement, parce qu'on voit que même en une journée, je pense que on n'a pas réussi à répondre à toutes vos questions. Du coup, on essaiera de revenir vers vous dans les prochaines semaines, prochains mois, pour vous expliquer un petit peu comment on va organiser ça. Donc voilà. En tout cas, on est à votre entière disposition si vous avez la moindre question. Comme on vous a dit tout au long de la journée, on va vous envoyer la semaine prochaine des récaps sur l'ensemble des webinars auxquels vous avez participé. Pour que vraiment tout soit très clair et que vous ayez vraiment une compréhension globale de toutes les questions qui auraient pu être posées et qui pourraient servir à tout le monde. Je n'ai plus qu'une chose à vous souhaiter, c'est de prendre soin de vous dans cette situation un petit peu particulière et d'espérer que cette crise sanitaire va bientôt nous permettre de sortir de chez nous et de reprendre une vie normale. Voilà, merci encore à Victor et à Pierre-Thomas d'avoir organisé ce webinaire et je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.